Bonsoir et bienvenue dans ce numéro hors série de la 3e saison de Culture Sans et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et or. Ce n'est pourtant pas un match des Lensois dont nous allons parler ce soir, même si on a vu quelques bons matchs de préparation durant cette trêve. Non, en cette période de fête et avant le retour de la Ligue 1, jeudi, pour le Racing, on a voulu se faire plaisir et vous faire plaisir également. On a voulu vous dévoiler le 11 type des joueurs du Racing Club de Lens au 21e siècle. Une formation qui a été finement réfléchie par toute l'équipe de Culture Sans et Or, du gardien aux attaquants, en passant par le coach et le banc des remplaçants. On va découvrir ce Hall of Fame 2000-2022 dès ce soir. À la pause, on jouera avec un quiz spécial RC Lens en Coupe d'Europe depuis l'année 2000. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de cet épisode spécial. Il a marqué autant de buts au Stade Bollard que Seyd Kitter sous les couleurs du Racing Club de Lens. C'est Greg Lallemand, journaliste pour La Voix du Nord et La Voix des Sports, qui est avec nous. Salut Greg. Salut à tous, très heureux de vous retrouver, vraiment. Même Antoine. Il a la finesse technique d'un Jérôme Leroy dans l'entrejeu et la clairvoyance de John Utaka devant le but. C'est Hugues Honoré qui est là également. Salut Hugues. Bonsoir à Valentin, et oui, très heureux de vous retrouver aussi, même après cette Coupe du Monde. Attends, c'était mon intro ça normalement. Il rayonne par sa connaissance sur l'historique lensois au moins autant que Giroud a rayonné sur le banc du Racing. Guillaume sera notre troisième chroniqueur. Salut Guillaume. Salut Valentin, bonsoir à tous les supporters lensois. Enfin, il surgit devant une pinte de bière aussi vite que Pascal Nouma devant le but du Celta Vigo en quart de Coupe UEFA. C'est Antoine qui clôture les présentations. Salut Antoine. Mais je reste un peu plus pudique quand même. Bonsoir à tous. Allez, c'est un grand plaisir de vous retrouver tous ce soir. Réagissez dans les différents chats de l'émission. Dites-nous ce que vous pensez de cette équipe type tout au long de la soirée. Allez, il est temps de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sans et Or sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Rendez-vous aussi sur notre site web culturesansor.com pour y trouver plein d'articles sur le club. Nous sommes 17 membres de l'équipe Culture Sans et Or à avoir planché jour et nuit pendant des semaines sur l'équipe. L'équipe avec un grand E, le 11 type du RC Lens de ces 22 dernières années. Pourquoi seulement depuis 2000 ? Déjà parce que sinon nous aurions mis bien tous les joueurs de 98, cela va sans dire. Mais surtout parce que je pense que c'est la période qui parle aussi peut-être au plus grand nombre d'entre vous qui nous suivez. Nous allons vous dévoiler dans un instant donc quelle est cette équipe type entre souvenir et nostalgie. Dites-nous tout au long de l'émission si vous êtes d'accord avec nous dans le chat. Mais d'abord messieurs, pour débuter cette émission un petit peu spéciale, je vais vous demander rapidement de me dire votre souvenir du Racing Club de Lens, celui qui revient en premier là du Racing Club de Lens de 2000 à 2022. Greg, je commence avec toi. Comme ça, si tu as un souvenir. Si tu as un souvenir comme ça, rapidement. Bah ouais, alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est terrible, mais c'est Clermont. Est-ce que je peux. Alors, je vais essayer de parler moi-même, Antoine, essayer de mettre toutes mes idées en place. Mais non, mais il y en a plein, évidemment. Mais celui qui, pour moi, le plus important, c'est cette défaite à 3 en 2007, fin de saison 2006-2007, qui, pour moi, conditionne évidemment tout le gigantesque bordel qu'il y a pu avoir après pendant 10 ou 15 ans dans ce club, qui revient enfin on va dire aujourd'hui dans la lumière. Mais oui, cette défaite où je me souviens très bien, Laurent, je le salue, il était avec moi à 3 ce jour-là, et il me dit à la fin du match, il me dit ce club vient de vivre un vrai basculement. Il va peut-être pas s'en remettre, et je pense que dans un an, on sera peut-être en train de jouer des places plus compliquées. J'avais un peu souri à l'époque. Ça m'a un peu pleuré après. Non, j'ai pas pleuré, mais je me suis vachement souvenu de lui, de ce qu'il m'avait dit un an après, parce qu'il m'avait dit ce club est en train de vivre un vrai basculement en perdant ce match, et on ne sait pas jusqu'où ça peut le mener. Et effectivement, ça l'a mené à de très très grosses difficultés ensuite. Ça l'a mené en Ligue 2. Antoine, ton souvenir, toi, de ces 22 dernières années du Racing Club de Lens? Moi, mon souvenir, c'est clairement c'est ce ballon qui roule dans les buts d'Abbiati, Lens Milan AC, Ligue des Champions. Je dis ça parce qu'en fait, à cette époque-là, je vivais en banlieue parisienne. Mon père, qui a participé grandement à mon éducation par le Racing Club de Lens, m'emmenait pendant les matchs de Ligue des Champions en pleine semaine, en faisant des allers-retours entre la banlieue parisienne et Lens. Et j'étais tout gamin et j'étais en de la cour 2. Et puis voilà, il y a ce pressing incroyable de John Utaka et sur Elveg, cette passe en retrait qui est interceptée, cette frappe qui passe sous Abbiati et qui roule petit à petit dans le but. Et en fait, à ce moment-là,
je pense que, comme beaucoup de personnes, en fait, tu as des souvenirs d'enfants comme ça qui te marquent à vie. Et ce but, pour moi, je le fantasme encore aujourd'hui. J'ai souvenir suite à ce but-là d'un Bollaert qui véritablement explose. Alors peut-être que c'était pas plus le cas que sur le but de Bellegarde contre Dijon pendant les barrages, peut-être même avec une intensité peut-être moindre, parce qu'en fait, déjà à l'époque, il y avait une forme de très haute attente vis-à-vis du RC Lens sur cette période du début du millénaire. Mais ce but d'Utaka contre le Milan AC, c'est véritablement pour moi le truc qui résonne encore aujourd'hui très fort dans mes souvenirs. On verra tout à l'heure si John Utaka fait partie des attaquants retenus dans cette équipe type. Hugues, ton souvenir de ces 22 dernières années, toi? Moi, j'ai envie de dire le Lens Sampdoria de 2005 parce que c'était un match où il y avait une énorme ambiance aussi. J'étais au stade, j'avais cette chance. On a eu énormément de tension avec le score qui restait très longtemps un but partout et Lens avait besoin de cette victoire. Et là, sur un ballon qui paraît presque anodin, un dégagement du gardien, il y a Issam Gema qui se retourne et qui met une frappe du pied gauche dans la lucarne. Et le stade qui explose, c'était un très grand moment. Ça n'a pas forcément été une épopée qui a marqué les esprits, mais pour moi, vécu au stade, c'était vraiment l'essence de l'explosion de joie dans le football qu'on a la chance d'avoir de temps en temps. Alors, tu dis ça, Hugues. Moi, j'étais encore ado à cette époque-là, mais je me souviens avoir vécu le match à la radio, tout simplement. J'écoutais à la radio, c'est vrai que j'avais hurlé, mais comme c'est pas permis à ce moment-là. On termine, Guillaume, avec toi. Moi, je vais être au tout début des années 2000. Donc, l'année 2000, et pour moi, c'est Lens Celta Vigo. Au printemps 2000. Pour moi, c'est, je pense, la plus grosse émotion et ambiance que j'ai vécue au Stade Bollaert. En tout cas, la plus grosse ambiance. Sur le deuxième but de Pascal Noumois, du coup, c'est pour moi le stade, une vibration qui, pour moi, la plus forte que j'ai ressentie. Un match qu'on a quasiment perdu quand Vigo ouvre le score sur le coup franc là, de Revivo. Et du coup, il nous faut 2 buts, il reste une demi-heure. Et puis il y a Monsieur Durkin qui nous donne un penalty un peu limite sur Sako. Ismaël qui marque son penalty, qui met un bordel dans l'équipe de Vigo. Il manque de se castagner avec tout le monde et il prend pas de carton. Il s'en sort. Il doit prendre rouge. Et puis dans les joueurs de Vigo, après ils sont dans la. Là il y a Bollaert qui se met en mode qualification et puis ça arrive jusqu'à la 75e à peu près, je crois. Et puis, pour moi, c'est un peu l'apogée du RC Lens, ce match. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je suis assez d'accord avec Guillaume, c'est vraiment la plus grosse ambiance que j'ai pu. La dernière demi-heure et l'après-match, même les 15-20 minutes derrière où le stade était resté rempli, c'était assez extraordinaire. Parce que c'était un vrai match de Coupe d'Europe et Lens avait vraiment tremblé jusqu'au bout. C'était vraiment extraordinaire, une ambiance extraordinaire. Et ceux qui veulent revivre ce match, on peut le retrouver sur YouTube, ce match-là. Et c'est vrai que c'est Hervé Matou au commentaire exceptionnel. Ouais, c'est extraordinaire à revivre. Hervé Matou qui a presque une voix de puceau. Il a plus de voix. C'est fantastique. Il perd sa voix surtout. Au fil des minutes, tu le sens qu'il vit le truc aussi assez intensément. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet de cette équipe type. Vous avez tous les 4 qui êtes là participé aussi à concocter votre 11 type. J'ai rassemblé tous les votes des membres de Culture Saint-Yor. Et voilà, on va commencer à dévoiler un petit peu cette équipe type. On va commencer par le gardien. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça qui peut être le gardien? Moi, je viens de renoter du coup ce que j'avais voté. J'espère que c'est lui, parce que si c'est pas lui, on va pas être d'accord. Bon, allez, il n'y a pas de doute. Ouais, il n'y a pas de doute. Je vais il a un très beau prénom. Il a un très très beau prénom. Il a un beau prénom, il s'appelle Guillaume Varmuz, évidemment. C'est Guillaume Varmuz qui a été nommé meilleur gardien de ce millénaire pour l'instant du Racing Club de Lens. Guillaume Varmuz qui a, sur les 17 personnes qui ont voté, reçu 12 votes. 1992-2003, Guillaume Varmuz, sa carrière au Racing Club de Lens, gardien emblématique, évidemment. C'est assez logique de le voir dans les buts de Guillaume. C'est très logique. Après, le seul truc, c'est qu'effectivement, si on part des années 2000, on va dire que, hormis peut-être la saison 2001-2002, ça se finit. L'histoire, c'est pas très bien fini, quoi. À Porto, en 2002-2003, là, dans ce match de Coupe d'Europe, il fait deux bévues, quoi. Après, et c'est juste ça. C'est vrai que le gros de la carrière de Varmuz, c'est avant les années 2000, quoi. Ouais, mais il a joué dans les années 2000. Il a joué dans la... 2000, donc ouais.
Et Guillaume Varmuz, au-delà de ses qualités de gardien, bien entendu, c'est moi ce que je retiendrai de lui, c'est quelqu'un qui est gentil en fait. Il a sa gentillesse, sa générosité. C'est quelqu'un qui s'est vraiment fondu dans les valeurs régionales, comme on peut le retrouver dans certains joueurs de l'équipe actuelle. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est totalement inscrit dans cette logique. Tout le monde le prend presque pour un ch'ti, je pense, pour un nordiste, pour quelqu'un du Pas-de-Calais, quelqu'un qui s'est presque formé au club, alors que c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas du tout, ouais. De Bourgogne, enfin Franche-Comté, par là-bas, enfin Louan-Cuiseau. Louan-Cuiseau, ouais, il vient de Louan-Cuiseau. Voilà, donc mais voilà, c'est quelqu'un qui a une adaptation au-delà du sport, hein, bien sûr, culturelle, humaine. Ouais. Je pense qu'il a une relation encore très forte avec la région. Et puis, c'est quelqu'un qui maintenant est même très engagé religieusement. Et donc, voilà, ça le traduit un peu. Voilà, la générosité, le don aux autres. Pour moi, c'est une région qui ressemble un peu au bassin minier. Hein, de là où il est né à Saint-Vallier, c'est vers le Creusot, tout ça. En fait, c'est une zone minière très industrielle. Il s'est retrouvé un petit peu au Racing. Voilà, aussi, je pense qu'il y a aussi une forme de. Il était fait pour s'épanouir au RC Lens. Ouais. Hugues, il a tout connu au Racing, Guillaume Varmuz, champion de France, Coupe de la Ligue, et puis il a connu l'Europe également. C'est un petit peu. Voilà, il a tout connu. Oui, il a été l'un des joueurs emblématiques de l'époque de Gervais Martel. C'est vrai que ces années 2000, ça a été un peu moins bon que la fin des années 90, mais quand même, c'est lui le gardien de l'épopée en demi-finale de Coupe de l'UEFA dont on parlait tout à l'heure et où il fait vraiment de très bonnes performances, où il nous qualifie certaines fois. Donc, ouais, cette place logique, même si je n'ai pas voté pour lui. J'avais voté pour Brice Samba, qui, d'après moi, est un meilleur gardien, mais qui, effectivement, n'a pas l'historique, n'a pas toutes ces saisons accumulées par Guillaume Varmuz. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Pour finir, Greg, tu veux rajouter un mot sur Guy, sur Guillaume Varmuz? Pas oublier, alors malheureusement, même si c'était un peu dur le match à Lyon pour le titre perdu, mais évidemment, pour le coup, il loupe son match, Guillaume. Ouais. Mais il est aussi vice-champion cette année-là, il ne faut pas oublier. Et il était très important dans le vestiaire aussi. Et je reviens sur la générosité de Guillaume Varmuz, que Guillaume a fort justement souligné. Alors, c'est pas pour parler du bouquin, mais dans RC Lens Secret de Transfert, on a fait un gros portrait de Pascal Nouma. Qui pour le coup avait rien à voir, hein. C'était une sorte de bad boy, rappeur, un peu fou quand même, et il a été vite tombé pote avec Guillaume Varmuz, qui est lui pour le coup beaucoup plus raisonné, et Guillaume raconte, et c'est Pascal surtout qui dit dans ces termes, il dit Guillaume Varmuz m'a sauvé la vie. Mais c'est pas juste dire ça, il m'a dit m'a sauvé la vie. Donc il priait notamment les matins de match ensemble. Parce que Pascal Nouma avait des vrais tumultes. Il dit j'avais le démon en moi, hein, c'est quand même ce qu'il dit, Pascal Nouma. Et il est devenu pote avec Guillaume Varmuz, alors qu'ils ont vraiment rien à voir. Et Guillaume est allé aussi le voir après, plus tard, en Turquie, quand ça se passait mal. Et cette amitié-là qui est pour moi très symbolique en fait, c'est-à-dire que des joueurs qui n'avaient pas le même âge, qui n'avaient pas les mêmes passions, qui n'écoutaient pas la même musique, qui n'avaient rien à voir dans le vestiaire, Guillaume il a tout fait pour sortir Pascal Nouma des doutes qui étaient multiples, hein, qui étaient sportifs et personnels aussi, et ça dit tout de la générosité, de cette vision de l'autre, et en tout cas de cet altruisme qu'avait Guillaume Varmuz, un poste de gardien qui est souvent exposé, mais il avait toujours cette pensée, je pense, pour que le vestiaire vive le mieux possible. Et ça, au-delà de ses qualités évidemment sportives, qui parfois étaient aussi réguliers, il a été sifflé par Bollaert en arrivant, il ne faut pas l'oublier. Ses premiers matchs, quand il est arrivé notamment après Bernard Lama, ça n'a pas été très simple, mais finalement, c'est devenu une icône, et puis bon, en plus, il a gagné des titres, donc voilà. Tu voulais dire quelque chose rapidement, Antoine ? Oui, c'était pour faire un rebond sur le match Lens-Celta Vigo. Pour ceux qui regardent les résumés du match, à la fin, Nouma, il est en pleurs, et puis il est interviewé par le journaliste Canal. Et en fait, immédiatement, il a une pensée pour Siko, pour Gus. Et en fait, il dédie en fait, ce moment, ce but, en fait, qui est comme l'a très bien dit Guillaume, mais c'est vrai qu'entre Lens Milan et Lens Celta Vigo, en vrai, pour moi, c'est les deux matchs iconiques de notre génération, et même de ce que peut représenter l'apogée du Racing Club de Lens. C'est Pascal Nouma qui le met, ce but de la qualification pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Et la première chose qu'il dit en fait devant les micros de Canal, il dédie ce but à Siko et Gus, ses potes. Ça dénote complètement de ce que vient de dire Greg, c'est cette amitié
improbable comme ça de l'extérieur, mais qui en fait était peut-être une des amitiés les plus profondes et les plus puissantes dans le vestiaire du RC Lens. Et c'est marrant aussi de voir que Brice Samba est aussi extrêmement religieux, etc. Et comme l'a très bien dit Hugues, qui est aujourd'hui peut-être en train d'incarner ce très grand gardien du présent et peut-être de l'avenir du RC Lens. Ouais. Donc Guillaume Varmuz est le gardien de ce 11 type du Racing Club de Lens 2000-2022. À votre avis, qui est son remplaçant, tiens? Moi, il y en a beaucoup. Il y a eu des bons. Areola était un bon gardien, mais était en Ligue 2. Il a fait qu'un an, mais il a été vraiment prépondérant. Allez, moi, je serais parti sur Vedran Rougneux ou Charlie Tange, mais Les cas. Lachou. Eh ben, c'est Alphonse Areola. C'est Alphonse Areola qui est remplaçant de Guillaume Varmuz, qui a récolté alors 2 votes sur 17, mais il y en avait tellement pour Guillaume Varmuz que c'est vrai que ça fait peu. Mais Alphonse Areola est gardien remplaçant de ce 11 type. Et je dois reconnaître que j'ai voté pour Alphonse Areola parce que moi, il m'a marqué sur cette année. Il a fait une saison, hein, il était prêté en plus. On ne peut pas dire qu'il a vraiment appartenu au Racing Club de Lens. On parle des joueurs prêtés, du coup, c'est ça? Comment? On parle des joueurs prêtés, du coup, c'est ça? Bah oui, on peut parler parce qu'il a, je pense, incarné vraiment ces valeurs du Racing Club de Lens. Je trouve sur cette saison où il a été, et je suis persuadé que s'il n'est pas dans les buts cette année-là, on ne monte pas en Ligue 1. On monte pas en Ligue 1. Et que Lens ne serait pas monté sans lui, c'est probablement vrai. Ouais, voilà. Grand artisan de la montée en Ligue 1 sous l'ère Hafiz Mamadov. Donc, Alphonse Areola est le gardien remplaçant de ce 11 type. Pas de Charlie Tange, pas de Brice Samba, Hugues, désolé, ni de Vedran Rougneux d'ailleurs, hein, Greg, dans cette équipe. Donc, ce 11 type du Racing Club de Lens. On va passer aux défenseurs. Et je dois vous dire déjà dès le départ que sur ces défenseurs, c'est là où il y a eu le plus d'indécision. C'est là où il y a le plus de votes pour des défenseurs différents. Du côté de Culture Sanyort. Alors déjà, je dois vous dire qu'on va partir sur une défense à 4. Ouais. Donc déjà, c'est pas une défense à 3. Voilà, c'est pas une défense à 3, c'est une défense à 4. On va démarrer avec l'arrière droit. L'arrière droit de ce 11 type. Je vois Guillaume qui rigole. T'as une idée, Guillaume? Yaouda Jabi. Un peu plus sérieusement. Brice JJ. Bon, je vais demander à Hugues, c'est le plus sérieux d'entre vous. Non, j'imagine que c'est Eric Sicora dans la lignée de Guillaume Varmuz. C'est Eric Sicora, tout à fait. Ouais. C'est Eric Sicora qui a été désigné arrière droit de ce 11 type avec 8 votes seulement sur 17. Hein, donc c'est pour vous dire à quel point ça a été serré quand même. Eric Sicora, 1985-2004. Bon, on va pas refaire le CV. Hein, 590 matchs hein, sous les couleurs du Racing. Légende du Racing Club de Lens, 20 ans au club quasiment. C'est vrai que les années 2000, c'est un petit peu ses derniers rounds hein, au Racing également. Ouais, et puis ça s'est super mal passé avec Joël Muller aussi. Donc, tout à fait. Également. Il jouait beaucoup moins, Eric, bien sûr. C'est logique quand même qu'il soit dans ce 11, Greg. Bah moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait une défense à 3. Donc déjà, et puis tout dépend, on en parlera peut-être après, si un certain Jonathan C est considéré comme un arrière droit ou un piston. Mais moi, je n'ai pas mis Eric Sicora parce que j'étais parti sur une défense à 3. Mais évidemment, si on part sur une défense à 4, c'est le nom presque. Parce que justement, moi, je pense qu'entre Eric Sicora et Jonathan Claus, il y a eu un gros moment où ça a été très compliqué dans les couloirs. Et aussi parce que cette équipe, ce club a été en Ligue 2 longtemps, il n'y avait vraiment pas beaucoup moins de qualité. Mais si on parle d'un arrière droit pur, en tout cas, ça ne me semble pas complètement fou que ce soit Eric Sicora qui soit nommé. Frédéric Duplu. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Antoine? Frédéric Duplu, sinon. Ouais, Yoann Demont, hein, on rigole, mais Yoann Demont aurait pu aussi, pourquoi pas, prétendre à ce poste parce qu'il a fait quand même quelques années aussi, pas forcément les meilleurs, hein, malheureusement pour lui, mais sous les couleurs du Racing. On parlait de sa fin de carrière, c'est vrai que Guillaume, il finit pas très bien sa carrière au Racing, Eric Sicora, même si on se souvient quand même de ce but face à Auxerre, c'était en 2003. Oui. Voilà, c'est un peu la fin de sa carrière se résume peut-être à ce but aussi. Ben oui, c'est cette image-là sous la pluie. Là, il rentre à la fin, on mène 2-1 contre Auxerre, il met le 3e but. Il jouait plus depuis des mois et des mois. Et justement, on parlait de schéma tactique. Joël Muller, c'était une défense à 3 avec 2 pistons. Et Sico, effectivement, pour moi, c'était un joueur de défense à 4. Donc, c'était un schéma qui lui convenait pas. Et il y avait Ferdinand Coly à l'époque. Il y avait d'autres joueurs, mais
l'image qu'on garde, c'est lui sous la pluie avec ce maillot orange, là, enfin le maillot orange mais doré là, que Hugues aime beaucoup, je pense. Et marquer ce but côté droit là contre Auxerre en se jetant, en taclant à la fin là, sur un ballon rageur. Et puis ce tour un peu de terrain là, j'ai souvenir. Je sais pas si c'était un peu sa fin de carrière, quoi, clairement. Ouais, c'est ça, c'est un peu son. Et d'ailleurs, il me semble que même sa fin de carrière, il annonce qu'il arrête, puis finalement il reprend une saison. Alors, c'est pas très clair. Ce qui se passe, c'est exactement, excuse-moi, Guillaume, je crois qu'il est appelé en janvier 2004, si je ne me trompe pas, pour un match de Coupe de France à Dijon, où en fait c'est la CAN, où il manque plein de joueurs, et en fait, même s'il est plus tout à fait, il est dans le groupe, il est là, il est à Lens, mais il se retrouve, je crois, dans le groupe qui part à Dijon, être éliminé par Dijon d'ailleurs, qui était à l'époque en national, c'était Rudy Garcia, l'entraîneur de Dijon, et Lens s'est éliminé 2-1 là-bas, et je crois qu'ils sont tellement en manque de joueurs que finalement, officiellement, en fait, Eric Sikora doit s'arrêter à peu près à ce moment-là, même si je ne rentre pas en jeu, je ne suis même pas sûr, mais je crois qu'il avait du coup prolongé un peu parce qu'ils étaient un peu en galère d'effectifs, quoi. Ouais. Siko, c'est l'emblème du Racing, hein. Hugues, c'est presque logique, même si c'est ses fins d'année, hein, début 2000, c'est presque logique de le retrouver là parce que Siko, il est toujours au club aujourd'hui. Ouais, mais il y a beaucoup de spectateurs de cette émission qui l'ont sans doute très peu vu jouer, mais il faut savoir que c'était un joueur extrêmement efficace, qui était toujours présent, qui n'était jamais blessé, qui était extrêmement fiable, qui faisait ses allers-retours, qui était un peu un précurseur quand même de ces joueurs offensifs latéraux, qui savaient bien défendre, mais savaient aussi très bien centrer notamment, et qui a progressé énormément sur son pied droit, à tel point qu'à la fin de sa carrière, il tirait de magnifiques coups francs. Donc oui, c'est un de ces joueurs extrêmement fidèles au maillot sang et or. Et tous ceux qui l'ont vu travailler du côté de la Marek se souviennent de quelqu'un qui avait un abattage énorme. Ouais, il n'a pas attendu. Et il n'a pas attendu la fin de carrière, hein. Dans les années 90, il tirait déjà les pénaux et les coups francs, Siko, hein. C'est vrai que c'est qualité de pied. Il en met un contre Nantes en 95, je crois, c'est ça? Ouais, le penalty de la Coupe d'Europe contre Caen aussi. Enfin, il en met plein des penalties et il adresse aussi des centres. Bon, on a tous en tête ce but de Sibierski contre Nantes, là où Sibierski fait un signe retourné, ouais. Mais c'est parce que le centre, il est tendu, il est. Voilà, et Sibierski, il a juste à la il n'a pas juste. Non, il n'a pas juste. Non, le centre est hyper tendu, presque trop, et c'est ce qui rend le geste extraordinaire. Mais effectivement, il avait cette qualité de pied, Eric, pour un arrière droit qui était à l'époque. Hein, c'est effectivement, Hugues a raison, c'est que c'était pas si commun que ça d'avoir des défenseurs qui prenaient le couloir et qui avaient encore la lucidité en bout de course d'offrir des vrais bons ballons. Et moi, je me souviens aussi d'un coup franc à Montpellier, 94-95 en fin de match, et Lens gagne dans les arrêts de jeu à Montpellier 2-1, et il met un coup franc magnifique. Donc il a toujours eu cette qualité de pied. C'était pas juste un joueur qui était combatif et fiable, c'était en plus un vrai bon joueur de football, Eric Sikora. Aux portes de l'équipe de France et aux portes de Liverpool aussi en 98. Hein, donc, Ouais, il a failli partir, ouais, c'est vrai. Et finalement, il finira sa carrière au Racing Club de Lens. On va passer aux défenseurs centraux. On va sur Sikora juste ouais, pour Antoine, ouais. moi, l'image que j'ai, en fait, c'est marrant, c'est pas forcément une action, c'est saison 98 contre Bastia, je crois, avant-dernière journée de championnat, où en fait, il va provoquer un penalty. Et en fait, c'est marrant, c'est une image que je garde de lui, c'est à la télé, en fait, on le voit sur les genoux après que l'arbitre ait sifflé le penalty, puis il a ce petit geste de la main comme ça, où tu sens qu'il est content, et puis voilà, il y avait aussi beaucoup de malice, beaucoup de vice chez ce joueur, et c'est vrai que, bon, même si on l'a bien dit que c'était un joueur plus des années 90, mais quand bien même, c'est impossible, même à partir des années 2000, de ne pas le citer comme joueur dans le 11 de légende, même si c'est vrai que j'ai quand même pas mal hésité avec Yohan Desmond, mais bon, on ne peut pas ne pas mettre Eric Sikora. C'est clair. Le premier défenseur central, lui, il est bien des années 2000, hein, pour le coup, et c'est celui qui a récolté le plus de votes dans les défenseurs. Hein, est-ce que quelqu'un a sa petite idée? Hilton. Policier. Hugues dit Hilton. Toi, tu dis quoi, Guillaume? Le policier. Adama Coulibaly, tu dis? Ouais. Eh ben, c'est Hugues qui a raison, hein, c'est Vitorino Hilton. Vitorino Hilton, le Brésilien. Je vois Greg qui fait la moue déjà. On va lui poser la question dans un instant. 2004-2008, sous les couleurs du Racing Club de Lens. Vito, c'est vrai que la dernière année était un peu plus compliquée. C'est l'année de la descente. C'est celui qui a récolté le plus de votes, hein, parmi les membres de Culture Sans Yor. Moi, j'ai envie quand même de l'appeler le patron, hein, parce que c'est vraiment la prestance et ce qui rejetait, moi en tout cas de mes souvenirs. Il a été révélé à Bastia, on se souvient, hein, et il arrive au Racing après. Il s'affirme quand même durant ces 4 années dans la défense lensoise.
Et quand on voit après la carrière qu'il fait, on peut se dire quand même que c'était un patron. Même si je vois que Greg, tu Non, mais fouilles un peu. moi j'adorais Vittorino Hilton. Je me souviens très bien de ses tout premiers matchs amicaux. Il n'était pas très connu, effectivement. Moi, j'étais, j'avais la chance avec le boulot de faire les matchs de préparation où il y avait en plus cet été-là énormément d'arrivées. Il y avait Gilet, il y avait Alou Diarra, il y avait Eric Carrière, Jérôme Leroy. Enfin, c'était vraiment un été très, très dense en termes d'actualité. Et Vittorino Hilton, c'est peut-être celui qu'on voulait moins le regarder, en fait. On ne savait pas trop quoi attendre. Et franchement, dès les premiers matchs amicaux, c'était extraordinaire. Enfin, capacité d'anticipation, de recul, de couper les trajectoires sans avoir l'impression de faire des efforts. Mais je suis surpris simplement qu'il ait été cité. Moi, encore une fois, je ne l'avais pas mis parce que j'étais dans une défense à 3, mais ça ne me choque pas parce qu'évidemment, ça a été un joueur improbable, encore une fois, qui a pris une dimension à Lens très importante. Il a été en plus après champion avec Marseille, il a été champion avec Montpellier. Ouais, Montpellier, ouais. Il joue encore il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, il signe à Lens, il avait quel âge? Il avait 27 ans déjà, je crois. Hein, ouais, il arrive, quelque chose comme ça, non? il doit avoir déjà. Ouais, il a déjà un peu de bouteille. Alors, j'aurais Ouais. peut-être pas dit 27 ans, mais je crois qu'il a. Je crois qu'il a un peu de bouteille déjà. Ouais. Mais c'est vrai que en même temps, ça ne m'étonne pas. Et moi, je n'ai pas fait ces choix-là, simplement. J'ai aussi, j'avoue que j'étais étonné. Moi, c'est plutôt là, pour le coup, c'est pas sportif, mais c'était un capitaine qui était. Avec la presse qui s'était vite braqué parce qu'il y avait eu un article contre lui par un confrère, ou en tout cas il l'avait jugé comme ça, et pendant des mois il parlait plus à la presse. Et moi je trouvais ça, quand tu es capitaine d'un club et que tu veux pas parler à la presse, à un moment ça m'avait un peu ça n'avait pas changé l'image que j'avais de l'homme, parce que je sais qu'en plus c'est quelqu'un d'intègre, mais ça m'avait déçu quand même, parce que justement je pense qu'il avait apporté quelque chose. C'est quelqu'un de tellement intéressant que j'étais frustré par ça. Après, sportivement, bah oui, c'était un joueur très fort, mais il fait aussi partie de cette équipe qui est descendue en 2008. Où il avait joué, je crois, à la fin de la saison, il avait même joué quelques matchs un peu blessé, il était vraiment fatigué. Il avait été une bonne partie de la saison blessé, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut aussi partir, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai pour d'autres joueurs comme Eric Carrière, etc., qui ont une immense carrière aussi à Lens, qui ont fait des bonnes choses, mais ils font tous partie de cette équipe qui a cédé en 2008 et qui a créé quand même ce qui a pu arriver après, quoi. Ouais. Antoine, tu trouves que c'est logique de voir Vito Hilton dans cette défense centrale de son de légende? Ouais, bah moi je l'avais nommé. Moi, Vittorino Hilton, pour moi, je me rappelle très bien de quand il est annoncé à Lens, d'avoir des images de feu téléfoot, quand téléfoot passait encore les matchs, les résumés le dimanche matin, de beaucoup de buts de sa part, de la tête. Enfin, voilà, c'était un joueur qui m'avait marqué à Bastia. Il y avait quelque chose qui se dégageait de lui, et voilà, j'avais accueilli son arrivée avec grand enthousiasme. Et puis c'est un joueur qui m'a toujours j'étais encore assez jeune à ce moment-là, mais dans sa qualité technique, je trouvais qu'il avait quelque chose de très moderne, en fait, de très précurseur dans sa façon de jouer. On voit aujourd'hui beaucoup de joueurs avec peut-être moins d'impact physique, mais plus de capacité de relance, de placement, etc. Un joueur qui me paraissait très intelligent. Et pour moi, ça. Et un défenseur qui marquait quelques buts aussi en plus. Et qui marquait des buts. Et effectivement, il fait partie de cette équipe qui descend. Mais comme tu l'as très bien dit, Valentin, il était aussi à ce moment-là très absent pour blessure. Donc je pense que clairement, son absence a aussi beaucoup compté dans la descente du Racing Club de Lens. Et puis, moi, j'attends juste de voir, qui vous avez mis à côté pour voir si c'est une vraie défense. On va le dire dans un instant. Mais pour finir sur Hilton, il fait partie aussi de cette équipe lensoise qui a fait quelques épopées en Coupe d'Europe malgré tout, même si ça n'a jamais été très loin. Le Racing était souvent qualifié en Coupe d'Europe dans ces années-là, et Hilton était le défenseur de cette équipe à l'époque. Greg, tu voulais savoir qui était le deuxième défenseur central de ce 11 de légende. On va le découvrir tout de suite. C'est celui qui a reçu le moins de votes, entre guillemets, mais qui fait partie de ce 11 de légende, qui a été égalité avec un autre joueur que je vous dévoilerai tout à l'heure, parce que cet autre joueur est sur le banc. Ce joueur-là, sur la défense centrale, Hugues, à ton avis, puisque tu as trouvé Hilton, à ton avis, qui c'est? Moi, je dirais que c'est Jean-Guy Wallem.
C'est pas Jean-Guy Wallem, c'est, et on en a parlé tout à l'heure en début d'émission, c'est Valérien Ismaël. Valérien Ismaël est en défense centrale à côté de Vittorino Hilton dans ce 11 de légende des années 2000. 6 votes seulement pour Valérien Ismaël. On se souvient, lui, surtout de son épopée de la Coupe de l'UEFA avec le Racing Club de Lens, même s'il est revenu après 2001-2002, il me semble. Il refait partie de l'équipe qui a failli être champion de France également. On a cette image de lui guerrier, rageux, qui lâche jamais rien dans cette défense. T'es un peu surpris, Hugues, de voir Valérien Ismaël quand même? Non, je suis pas surpris. Il habitait à Carvin, donc c'est bien, il y a un Carvinois. Je comprends. Non, mais c'est un joueur qui effectivement prenait beaucoup de place sur le terrain. On le voyait. Il venait souvent au milieu de terrain, encourager ses partenaires. C'est un joueur qui avait un volume de jeu énorme. Donc c'est sûr que le fait qu'il ait marqué la mémoire des gens, c'est pas étonnant. Et en plus, c'est un joueur intelligent puisqu'après il est devenu entraîneur en Allemagne, qui est quand même pas rien. Donc ouais, c'est un très bon choix, je trouve. Ouais. Ouais. Le Racing Club de Lens, c'est le club qui a donné le plus de temps de jeu en Ligue 1, parce qu'après il est parti aussi en Allemagne notamment. Même s'il vient de la production strasbourgeoise, Valérien Ismaël, Guillaume, c'est le Racing qui lui offre le plus de temps de jeu finalement, et c'est peut-être pas volé non plus qu'il soit dans cette équipe type. De mémoire, il arrivait de Crystal Palace. Je pense qu'il avait été découvert à Strasbourg et puis il est parti à l'époque. N'importe quel Français partait un peu en Angleterre et puis type Jean-Guy Wallem à Coventry. Puis certains, au bout de 6 mois, rentraient quoi. Et lui, il a fait il était placardisé pour moi là-bas à Palace. Et il est revenu chez nous. D'ailleurs, il me semble qu'il était plutôt milieu défensif quand il a démarré à Strasbourg. Strasbourg. Et il a été replacé dans la. Alors à l'époque, c'était défense à 4. Quand son premier passage, il est en défense à 4. On a quand même, il arrive en 98-80, au mercato 98-99. Jean-Guy Wallem n'est plus là. Voilà, on a perdu un peu notre patron de la défense l'année d'avant. On vient d'être champion. Et du coup, oui, c'est. Moi, j'ai adoré le joueur, son charisme en fait. C'était vraiment quelqu'un qui dégageait beaucoup de rage de vaincre, de caractère, un peu truqueur, un peu argentin, on va dire, sur le terrain. Et du coup, moi je l'aimais beaucoup, Valérien Ismaël. Je l'ai mis dans mon équipe type. Du coup, non, voilà. Enfin, l'image que j'ai en tête de lui, c'est le penalty contre Vigo et il met un coup de pied au gardien là. Comment il s'appelle, le gardien? Pinto, je crois. Pinto. Ouais. Et puis il fait semblant d'être blessé alors que c'est lui qui. Aujourd'hui, est rappeur d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Quoi? Il est devenu rappeur. Le gardien du Celta, c'est celui qui ensuite a ciré le banc pendant longtemps au Barça et qui a fini rappeur. Ah oui, première nouvelle. C'est un peu le pote de Messi d'ailleurs, celui-là, non? Ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Pura sangre y oro, chico. Ismaël, Greg, pour finir. Alors, moi, c'est pas déjà. complètement déconnant non plus de le voir. Non, c'est pas déconnant. Puis c'est un joueur qui a une vraie carrière en Allemagne derrière. On oublie quand même pas qu'il a joué dans des énormes clubs. Mais non, moi, déjà, pour moi, il a le record. Alors, je ne l'ai pas mis, mais visiblement, je suis à 0. Hormis Guillaume, j'ai à peu près personne pour l'instant. Hormis Guillaume Warmu, j'ai personne. Mais il doit avoir le record du monde de ballons sauvés sur la ligne, je pense, Valérien Ismaël. C'était assez hallucinant. C'est-à-dire que tous les 2 matchs, à peu près, il se faisait un retourné ou une peut-être plongeante, où il était dans. Je me souviens du match à Vigo, notamment, où Lens avait pris de l'aube de partout, où Sikora avait notamment dit j'ai jamais eu un adversaire direct aussi fort, je crois que j'ai pas vu le jour, et où il sauve, je crois, 3 ballons sur la ligne dans le même match. C'était n'importe quoi, plus personne plongeait, tout le monde laissait Ismaël sauver l'équipe sur la ligne. Mais moi, je l'ai pas mis. Et du coup, maintenant, je peux parler de la personne que je suis assez surpris de pas voir, en tout cas, dans la défense centrale, c'est Adama Koulibaly, parce que et je pense que ça dit tout du personnage. C'est-à-dire qu'il a été quand même quelqu'un qui a fait quasiment 10 ans au Racing Club de Lens, qui a été de toutes les luttes, qui a toujours été fiable, qui a même joué arrière droit en Ligue des Champions. Il avait marqué joueur arrière droit contre la Corogne. C'est un mec hyper timide, hyper réservé, mais qui était un monstre et qui, je pense, concrètement, s'il ne se fait pas péter la jambe par Michalowski, le joueur de Montpellier cette année-là, il aurait certainement pu choisir aller tout de suite dans un plus grand club que le RC Lens. C'était vraiment un joueur hyper fiable. Et je suis assez surpris de peu de place qu'on laisse un peu comme Cyril Magnier d'ailleurs, un peu plus loin dans le temps, où ces joueurs un peu réservés, mais de devoirs super importants, qui sont toujours là, qui font toujours le boulot. Ils faisaient le boulot, mais ils n'étaient pas sur le devant de la scène, quoi. Voilà, ils n'étaient déjà pas très médiatiques à l'époque, ils n'ont pas été trop après, mais leur souvenir s'efface un peu. Et je voulais parler d'Adama Koulibaly parce que c'était vraiment un monstre.
Franchement, Et tu c'était fais un bien. monstre. Ouais. Et même s'il n'est pas dans l'équipe type, je trouve vraiment qu'il aurait tout à fait sa place, en fait, à mon Il sens. fait dans la mienne en tout cas. Avec Je suis Ismaël en d'accord. charnière. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Adama Koulibaly qui a eu 3 votes pour Adama Koulibaly. On va terminer avec l'arrière gauche. Je peux donner un L'arrière. Ouais, petit tu avis veux dire sur quelque chose? Ismaël? Rapidement, allez Antoine. Ouais. Ok, non, mais c'est juste pour dire, oui, en fait, Ismaël, c'est intéressant de voir qu'il a un peu le même parcours que Olivier Dacour. Il va en Angleterre, effectivement, 1 an, il fait un peu banquette et il signe. Ils viennent tous les deux de au même Strasbourg moment. d'ailleurs. Voilà, c'est ça, ils viennent tous les deux de Strasbourg. Et c'est vrai que c'était 2 joueurs qui ont incarné ce très grand RC Lens, capable de faire revenir des joueurs en D1 à l'époque. Et Ismaël, c'était aussi une très belle frappe de loin. Ouais, il avait également. aussi une capacité assez étonnante pour ses caractéristiques de frapper très fort de très loin et de souvent faire mouche. Pas brossé, hein, très tendu. Coup de pied. Vraiment tendu, ouais. Bam. On va découvrir dans un instant qui sont sur le banc des remplaçants. Mais d'abord, l'arrière gauche de cette équipe type, puisque c'est une défense à 4. L'arrière gauche, finalement, c'est peut-être le poste où il y a eu le moins d'hésitation. Ah ouais le moins d'hésitation parce que Parce que le moins de choix. Ouais, voilà, c'est ce un que peu j'allais le dire parent pauvre, concrètement. un peu le parent pauvre. Un peu le parent pauvre. Moi, quand j'ai réfléchi à cette équipe type, j'ai qu'un seul nom qui m'est venu, mais presque par défaut, en fait. Presque par défaut. J'imagine que vous voyez de qui je parle. Non. Non, pas du Benoît tout. Souekoto. Benoît Assou-Ekotto, tout à fait. Ouais. Il aurait pu avoir Franck Quedru. Il aurait pu avoir Franck Quedru. Ouais, il aurait pu avoir Franck Quedru, mais début des années 2000, peut-être un petit peu moins aussi. Et Cyril Roll, peut-être, non? Ouais, peut-être. Cyril Roll a eu 3 votes. Benoît Assou-Ekotto a eu 6 votes. Benoît Assou-Ekotto est l'arrière gauche de ce Racing Club de Lens 2000-2022. Benoît Assou-Ekotto, qui a été formé, la Gaëte, qui a été pro de 2003-2006. Moi, je pose la question, tout simplement, est-ce que c'est un peu un choix par défaut, Guillaume? En politique, on dirait on a voté un vote utile. Moi, j'ai voté utile. Non, mais c'est vrai que j'ai réfléchi, arrière-gauche. Alors, il y a une époque, on a une litanie d'arrière-gauche improbable, de Tixier à l'Uruguayen, Guillermo Rodriguez, Marco Ramos, qui n'a pas fait rêver. Il y a une saison Vignal, on en a enchaîné 4 ou 5 qui étaient tous plus catastrophiques les uns que les autres. Et du coup, sur cette période-là, c'est vrai que Roll Quedru, c'est peut-être un peu trop début 2000, et puis on a mis Sico et Varmuz, mais ils sont un peu vraiment ils tangentent un peu la période, et c'est vrai que sur cette période-là, Assou-Ekotto était quand même en termes. Et là où certains joueurs, j'ai pas joué sur le côté. Moi, j'ai mis des votes, par exemple, à Ismaël, ou c'est aussi pour le côté ce que j'aimais, ce qu'ils incarnaient. Assou-Ekotto, je n'aimais pas forcément ce qu'il incarnait, mais par contre, si on parle uniquement du terrain, du pré-carré, du carré vert, effectivement, c'était un joueur qui a débarqué un peu comme ça du centre de formation et qui a tout de suite montré des grosses qualités de contre-attaquant. Là aussi, un défenseur assez moderne, finalement, pour une défense à 4, qui était vraiment un des fleurons de la formation lensoise de l'époque. Ouais. Et c'est vrai que sur cette période-là, finalement, c'est un peu un vote de raison, mais sans passion pour moi. Méritait quand même sa place, Antoine, sur cette période-là. On se souvient quand même derrière qu'il part à Tottenham, il me semble, Assou-Ekotto. Ouais, non, c'est un choix, comme dit, c'est vrai que le poste d'arrière gauche, c'est pas un poste sur lequel on a forcément des noms qui percutent. Moi, j'avais mis Johan Lachor, mais c'était plus aussi par symbole, parce que c'est un 11 de légende, c'est aussi des symboles. Johan Lachor, pour moi, méritait de l'être. Un autre symbole un peu plus contemporain, ça serait un Massadio Haidara, qui pourrait aussi mériter de par ce qu'il incarne aussi. C'est un joueur qui incarne aussi le retour de nulle part. Personnellement, il revient de nulle part, de Newcastle, de plusieurs saisons. Il n'y a pas eu de vote pour Haidara. Voilà, et il incarne aussi ce retour du RC Lens au top. Il va d'ailleurs être visiblement prolongé, donc ça devient vraiment un cadre de ce RC Lens 2017-2023. Maintenant, Assou-Ekotto, oui, c'était, je pense, allez, on va dire, c'était peut-être le joueur le plus talentueux à ce poste-là qu'on ait eu sur les 20 dernières années. Il avait vraiment quelque chose, et puis bon, voilà, il avait quelque chose aussi d'assez intéressant, je vois, c'est qu'il était très, très honnête. Voilà, il a dit qu'il partait du RC Lens pour l'argent. Il s'en est jamais caché. C'est quelqu'un qui était entier, qui était peut-être un peu anticonformiste dans le milieu du football. On se rappelle aussi de cette superbe interview avec Rio Mavuba là, sur une émission d'RMC où
où il met à mal Mavouba sur des affaires extra-conjugales. Voilà, c'est tout le bonhomme en fait qui est entier. Pas beaucoup de morale, quoi. Pas beaucoup de morale aussi. Pas beaucoup de morale, mais en même temps très honnête en fait. Ouais. Très honnête. Ouais. Rapidement pour finir sur Benoît Souekoto, Greg, tu as quelque chose à rajouter? Choix par défaut ou vrai talent? Réel talent, après c'est quelqu'un qui s'est imposé quand même à Tottenham, qui avait effectivement cette capacité à percuter, à prendre le couloir et à jouer vraiment très offensif et en même temps être rarement pris à défaut parce qu'il allait très vite dans son dos. Donc non, c'était un très bon joueur. Après, comme l'a dit Antoine, son discours, il peut choquer, il peut étonner à minima, et au moins il a le mérite d'être franc. On aime ou on n'aime pas, mais au moins il a jamais joué un jeu, lui, en tout cas. Ouais. Même si évidemment c'est des positions qui peuvent poser question quand on a été formé au RC Lens, comme ça a été son cas, et de se dire, bah voilà. Après, je pense aussi qu'il y a on ne sait pas tout ce qui s'est passé à l'époque, on sait un peu. Je pense qu'il voulait une revalorisation que le club lui a pas donnée et qu'on pouvait lui donner ailleurs. Et il est parti, mais sans s'en cacher, il est parti avec cette idée de dire, bah, je mérite plus, alors je veux prendre plus. Ouais. Et pour le coup, sa carrière, elle reste quand même très très honnête quand on la regarde dans son ensemble, quoi. Tout à fait, tout à fait. Le banc des remplaçants, alors, et bien sur ce banc des remplaçants, il y a un défenseur latéral et il y a un défenseur central. Le défenseur central, il a exactement le même nombre de votes que Valérien Ismaël, mais j'ai choisi Valérien Ismaël parce que c'est une défense à 4 et que ce défenseur central, c'est Jonathan Grady. Ouais. Et que je le vois plus sur une défense à 3 qu'une défense à 4. Donc Jonathan Grady est sur le banc des remplaçants de ce 11 type de légende. Ça me paraît assez mérité également. Rapidement, Guillaume. Oui, bah, c'est vrai que moi, ce 11 de légende, j'ai tendance à plutôt la chercher un peu plus loin. Et l'équipe actuelle, tant qu'ils sont encore en activité, on va dire, on parle de Samba, on parle de Haidara, ils sont encore là, ils sont encore présents, ils sont encore avec nous. Ouais, mais ça On fait n'a quand pas, même on n'a pas plus envie de de les 3 ans récompenser. qu'il est là. Hein. Ouais. Ouais, mais je veux dire, ils sont encore en activité. J'ai l'impression qu'on décerne un peu on récompense un peu des joueurs qui nous ont, enfin, pour laquelle la carrière est terminée. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas mis de joueurs de l'équipe actuelle. Mais Ça Jonathan s'entend. Grady, effectivement, je pense que dans quelques années, il sera vraiment à la table de Siko, de Ismaël, de Ouais. Koulibaly, de Hilton. Il sera à leur table et il pourra manger avec eux. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis le deuxième défenseur, il avait également récolté 8 votes comme Sikora. Mais la défense à 4 fait que je ne l'ai pas mis et que je l'ai mis sur le banc. Hugues, c'est Jonathan Claus. Jonathan Claus aussi également. Évidemment que Jonathan Claus aura marqué les mémoires par tous les moments extraordinaires qu'il nous a fait vivre, tous les buts qu'il a amenés ou qu'il a marqués, la sélection en équipe de France. Bon, les plus jeunes ne voient que par Jonathan Claus. C'est logique. Il y a certains jeunes dans cette équipe de Culture Sang et Or qui ont voté pour lui. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais je T'étais comprends. moins jeune, hein, enfin,